Bolanda, Bolanda, Africa Active TV avec Salomon, l'Américain noir. Hey guys, Jeff here, Africa Active TV, my channel and your channel. Subscribe, share and like. We're going over to Kinshasa, Congo. We've got a lot of projects going on there. So follow us. Cheers. À vous qui rejoignez votre magazine Face au pouvoir dans ce nouveau numéro où nous parlerons de la présidentielle 2023, les dessous de cartes. Et pour en parler, je reçois sur mon plateau, sur ce plateau que vous aimez tant, Face au pouvoir, reçoit pour vous Monsieur Corneille Mulumba, qui est l'un des pionniers de l'UDPS. C'est donc avec lui que nous allons cheminer tout au long de cette émission. Monsieur Corneille Mulumba, bienvenue à vous. Merci Madame de m'accueillir pour la première fois. Oui, pour la première fois, il faut le dire. Nous parlerons, comme je l'ai dit au début, à l'entrée de cette émission, présidentielle 2023, les dessous de cartes. C'est vrai que nous ne sommes plus à quelques années, à quelques 2 ans, je pense, déjà pour les élections. Et nous nous sentons dans l'obligation d'en parler, d'autant plus qu'il y a beaucoup de changements qui se passe dans la sphère politique. Vous êtes sans doute, vous le savez déjà, que la loi sur l'organisation, portant organisation de la CENI a déjà été mise en place. Pour vous, est-ce que vous y croyez à ces élections qui se peaufinent à l'horizon? Qu'il y ait 2 choses au moins. D'abord, correctement, que les personnes qui sont qui leur sont destinés, d'une part, ces élections. Or, quand nous regardons très bien la situation, nous avons des élections qui nous coûtent $1,5 milliard dans un pays où le budget de l'État ne dépasse pas $5 milliards. Donc c'est une aberration totale. Nous avons un pays complètement déstructuré, nous n'avons rien. Ça veut dire qu'il serait difficile, très difficile, si nous ne changeons pas fondamentalement notre système électoral, d'avoir des élections convenables. Alors, okay, il y aura des élections, mais pourquoi faire pour quel résultat? Donc, selon vous, vous pensez que du point de vue logistique, la RDC n'est pas prête à avoir des élections en 2023? Non, ce n'est pas tout à fait des élections. C'est que moi, je pense des élections à peser, des élections crédibles. On a entendu parler. Est-ce qu'on peut avoir cela en 2023? Des réformes, madame. Alors on est dans le saupoudrage. Il n'y a rien de fondamental là. J'ai dit tout à l'heure, commençons par le... Nous avons un budget de plus de 5 milliards de dollars. Qui a été revu à la hausse, 36 milliards en 3 ans, c'est quand même le coup de chapeau du gouvernement Sama Lukonde. Oui, l'année passée il y avait 12 milliards, 11 ou 12 milliards. En réalité, c'est avéré que nous avions 5 milliards. Donc, on peut le dire concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Pour obtenir ces résultats. La question est là. Donc, tout ce que je veux dire d'abord pour votre question, c'est que 5 milliards de dollars, des élections qui coûtent $1,5 milliard, comment est-ce que ça peut être faisable? Ce n'est pas possible. Donc, on ne peut pas avoir des élections. Nous devons fondamentalement changer le système électoral dans notre pays. Nous n'avons pas de routes, nous n'avons pas de ponts, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas d'eau potable et donc de communication. Comment voulez-vous en 2021, 2023, on peut faire des élections dignes de ce nom? C'est impossible. Donc, alors on va être dans les tricheries, on va être dans le contrôle de comment dirais-je, il y a des mécanismes qu'il faut mettre sur pied. Ces mécanismes qu'il faut mettre sur pied, par exemple, si vous pouvez les citer, quels sont ces mécanismes? Nous avions, je pense que nous avons des propositions que nous avions faites au président de la République au moment de consultation. Il était impossible. On n'a pas le moyen de faire les élections. C'est vous qui dites qu'il n'y avait pas le moyen, c'est le gouvernement qui le dit, ou c'est le point de vue de nous constatons qu'il y a... Mais puisqu'on a un budget de $1,5 milliard pour l'ensemble de la République,
activités. Mais pourquoi vous restez sur le budget d'1 milliard quand le Premier ministre Samalou Condé dit qu'il va revoir ce budget d'ici 3 ans de 36 milliards? Madame, il se dit qu'il a des mécanismes, le moyen qu'il faut pour mettre en place. Lesquels? La question est là. Au niveau de nos politiques, hein, vous devez nous dire, voilà ce qu'on va faire pour obtenir les 10 milliards ou les 15 milliards pour 3 ans, je ne sais pas comment. Comment concrètement? Quelles sont les mesures? Or, moi, je constate au bout de 2 ans et demi que concrètement, on n'a pas grand-chose. Donc, on ne va pas comme ça par les claquements des doigts. Nous sommes là aujourd'hui. Emprunter l'argent au Fonds monétaire, en train de prendre l'argent de Banque mondiale, emprunter l'argent que nous devrons rembourser, alors que nous venions d'annuler l'annulation de la dette. Donc, moi j'ai l'impression que comment on fait les choses pour obtenir quels résultats. Et si on voit que non, c'est comme on dit, bon, élection en 2023, ok, très bien. Quelles sont les dispositions qu'on prend pour qu'il y ait des élections en 2023? Si nous constatons qu'il n'y a rien, on déduit qu'il n'y aura pas d'élection en 2023. Pas parce que quelqu'un d'autre a dit qu'il y aura des élections. Ce n'est pas ça qui nous convainc. Bon, il y a s'il faut réfléchir sur les dessous de cartes de la présidentielle 2023, c'est-à-dire du processus électoral qu'il y aura en 2023, nous voyons qu'il y a encore d'autres questions. En 2018, lorsqu'il y a eu élection, il y a eu une grande question qui a divisé la classe politique, c'était la question sur le recensement. Or, à ce jour, nous ne savons pas combien de Congolais, combien de millions de Congolais ou des milliards, s'il faut le dire, on ne le sait pas, combien il y en a de Congolais qui sont Congolais, qui ne le sont pas. À ce jour, est-ce que vous pensez qu'avant d'aller aux élections, le souhait du chef de l'État, c'est d'aller peut-être dans le recensement? Mais madame, vous appuyez cela? C'est ça que nous disons. Quand on dit élection 2023, moi, je ne me nourris pas de ça. Je dis concrètement quelles sont les dispositions, quelles sont les mesures que l'on prend qui nous assurent qu'il y aura des élections en 2023. D'abord, on a parlé des finances, n'est-ce pas? C'est une chose, mais aussi le recensement. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas une réelle volonté. Pourquoi je dis ça? Le recensement en 2021, c'est un peu comme le recensement en 1885. Ça veut dire que la technologie a tellement évolué qu'en moins de 3 mois, on peut avoir terminé le recensement. On ne doit pas envoyer des gens aller courir. Il ne suffirait par exemple de disposer de quelques ordinateurs dans chaque territoire, n'est-ce pas? Dans tous les territoires où il y a les services, les compagnies de télécommunications qui passent par là de manière ou d'une autre, et on fait le recensement là-bas sur place. On peut aller plus loin que le territoire, on peut même descendre dans les secteurs, pourquoi pas, et obtenir les résultats en très peu de temps. Alors, les ordinateurs, on les achète, n'est-ce pas? Et ce n'est pas des dizaines de milliers d'ordinateurs. Il suffit de former des cadres, et les cadres que l'on doit former, on a besoin d'à peine des personnes qui ont terminé les humanités. On les prend pendant 3 mois ou 6 mois, on les forme à utiliser ça. Et c'est tout, on met même sur pied un système qui nous permet, au jour le jour, d'avoir les informations exactes sur la naissance des Congolais, sur la mort des Congolais, sur tout ce qu'il faut. Donc, c'est un problème de volonté. Est-ce qu'il y a la volonté ou pas? Est-ce qu'il y a la volonté d'avoir des élections convenables ou pas? La question est là. Aujourd'hui, le recensement ne pose pas un problème. S'il vous plaît. Il y a la volonté du côté du chef de l'État parce qu'il n'a cessé de réaffirmer lors de toutes ces sorties médiatiques qu'il y aura exactement le rendez-vous avec les élections en 2023. Mais je veux bien, madame, encore une fois. Moi, je voudrais qu'on nous dise, voilà, on a passé la commande pour 5000 ordinateurs pour les besoins, qui vont être stables en place pour les besoins des élections. Et on va commencer la formation comment dirais-je, des opérateurs, des saisies, des choses comme ça, pour on va adjoindre à chaque chef coutumier un cadre de quelqu'un qui a fait au moins des humanités, qui a un minimum de formation sur le problème de questions de développement et sur tout ça pour que nous puissions dans ce pays, à la minute, savoir s'il y a de naissance, s'il y a de décès, savoir même dans... Madame, nous avons tous les jours ici, les Congolais mangent les poulets et le poulet maillot, tout ce que vous voulez. Le poulet maillot. Si on pose le poulet maillot. Ah non, je vous assure. Oui. Si on pose la question, quelle est la production de la RDC en matière de poulet? Quelle est la production de la RDC en matière de... Comment? Alors, donc,
les informations au minimum qu'on peut avoir. Donc aujourd'hui, puisque c'est possible, ces ordinateurs peuvent fonctionner avec l'énergie solaire. On ne doit pas attendre que Inga arrive jusque-là. Et donc chaque village peut être indépendant et on vend les ordinateurs avec les plaques photovoltaïques de telle façon que les cadres qui ont une formation des humanités, même la moitié de l'école secondaire, qu'on peut adjoindre chaque chef coutumier, de telle façon que chaque fois que quelqu'un naît, vient là-bas, se faire enregistrer et pas un simple clic. À la centrale, on sait qu'il y a un nouveau Congolais qui est né, on sait qu'un Congolais est décédé, ainsi de suite. Aujourd'hui, la technologie va très loin. On peut même vous prendre votre iris de telle façon qu'on ne puisse pas confondre les Congolais. C'est des programmes. Alors, moi, je veux entendre le président de la République dire que voilà, nous avons décidé ça. Nous commençons ça au mois de juillet. Ok, très bien. Tant qu'on est là pour dire que oui, nous aurons des élections en 2023. Donc vous souhaiterez voir le chef de l'État lancer des réformes en ce qui concerne le processus électoral, concrètement, avec des grandes questions déjà. Et une autre réforme, pour moi, c'est de quoi? C'est de procéder à des élections par niveau. On commencerait par exemple par des élections municipales et on ferait des élections au niveau des villages, même des villages, n'est-ce pas? Mais que par la suite, ceux qui sont élus au niveau des villages, parce qu'il y a des villages dans tout le pays par définition, ceux-là votent les degrés supérieurs et les autres votent au degré supérieur. À ce moment-là, on aura une bonne sélection, n'est-ce pas? Parce qu'on va choisir, on va faire le tri à différents niveaux. De toute façon, quand on arrive à un niveau de député national, on a déjà opéré au moins 3, 4, on n'a fait que 3 sélections, on a les meilleurs, n'est-ce pas? Parmi les meilleurs, ainsi de suite. Donc, il y a ce genre de réformes qui sont fondamentales qu'il faut opérer. Alors, ce sera moins cher. Il est un fait que si vous faites des élections au niveau des villages, ça ne coûte pas grand-chose, n'est-ce pas? Et lorsque vous devez passer à un niveau supérieur, c'est un petit nombre de personnes que vous allez déplacer. Au niveau supérieur, encore un petit nombre de personnes que vous allez déplacer. On pourra alors avoir des élections qui pourront nous coûter peut-être 300 ou 400 000 $, au lieu de 2,5 milliards. On pourra avoir... il y a tous les avantages. Et le recensement, j'ai entendu qu'on nous a parlé de 300 millions de $. On pourrait avoir le recensement peut-être à 100 millions de $ ou à 50 millions de $, parce que tel que nous le proposons là. Donc vous pensez que les chiffres proposés par le gouvernement est trop hausse pour ces élections, pour ces recensements, qu'il faudra revoir Mais c'est ça les vraies réformes. Moi j'entends, on s'est réunis au Palais du Peuple et tout le débat c'est autour de ok, on va jeter 2 personnes pour la société civile. Mais ce ne sont pas des débats de fond ça. Or, ce que nous proposons là, les pionniers de l'UDPS, sont les réformes de fond qui peuvent faire que, qu'on ait des résultats qui coûtent beaucoup moins cher, obtenir des résultats beaucoup plus fiables et obtenir des élus mieux sélectionnés. Donc, c'est ça le but. Pour que ceux qui doivent gérer l'État, quand même de niveau. Voilà, ceux qui doivent gérer l'État de niveau pertinent. Nous cheminons dans notre émission. Corneille Mulumba, pionnier de l'UDPS. Quand même, ça serait pas raisonnable si je ne m'abusais de ne pas poser la question aujourd'hui avec l'événement du fils à la magistrature suprême. Est-ce que tout l'UDPS est réunifié aujourd'hui? Mais d'abord, c'est important de faire le distinguo. Félix Tshisekedi est président de la République. Il est issu des rangs de l'UDPS. Mais l'UDPS n'est pas au pouvoir. L'UDPS est un parti politique. Mais c'est le fils de l'UDPS qui est au pouvoir. Oui, mais... Oui. Oui, mais... Tchibala a été... C'est la base, c'est la base qui a porté... Tchibala a été Premier ministre. Oui. On ne peut pas dire que c'est l'UDPS qui avait porté Tchibala à la primature. De même pour M. Badibanga non plus. Donc, je veux dire quoi? L'UDPS c'est un parti politique, c'est une idéologie, c'est une vision, n'est-ce pas? Et un programme de gouvernement. Lorsque vous êtes porté par le parti, ça veut dire que ce que vous faites est conforme à la volonté et à la vision du parti. Et récemment, j'ai discuté avec un grand responsable du groupe parlementaire de l'UDPS à l'opposition, au Parlement. Et qui dit, en discutant, il me dit, bon, voilà, maintenant que l'UDPS est au pouvoir. L'UDPS n'est pas au pouvoir. Tu es le président, peut-être des ministres, peut-être mais l'UDPS est au pouvoir. Il dit, comment ça? Donc l'UDPS est à l'opposition. Non, je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça. Et je lui pose la question. Dites-moi un peu.
La dernière fois que vous, en tant que groupe parlementaire, vous vous êtes retrouvés, et les députés, les ministres et le parti, alors, c'est-à-dire que vous ne travaillez pas en cohésion, en harmonie. À ce moment-là, le ministre qui est là fait ce qu'il veut, et celui-ci fait ce qu'il veut. Donc l'UDPS n'est pas au pouvoir. Commençons par organiser le parti, de telle façon que ce que le gouvernement, les ministres font au gouvernement, soit effectivement ce qui répond à la vision du parti. C'est que le président de la République, c'est un peu différent parce qu'il est le fruit d'un compromis national, par définition, et que, mais n'empêche que néanmoins, on doit se ressentir dans ce qu'il fait qu'il y a une perception différente des choses, il y a une volonté autre de changer les choses, de faire évoluer les choses. Là, vous ne sentez pas qu'en lui, il y a cette vision, il y a cette démarcation de apporter un changement, vous le sentez pas? Je n'endosse pas. Vous êtes toujours contre, vous êtes toujours en opposition de ces pensées? Co-fondateur de l'UDPS. D'accord à l'UDPS, ok. Le logo de l'UDPS, là, c'est moi qui ai conçu ça. Et nous avons rédigé le projet de société. Donc ça veut dire qu'on entre avec... Je ne suis pas entré à l'UDPS pour suivre un cousin, mon père, une tante. Non, ça n'a rien à voir. On est venu pour essayer de créer une force politique qui peut nous aider à changer les choses dans ce pays. Vous voyez un peu le problème. Par conséquent, ce qui est important pour moi, ce n'est pas que mon cousin, ma tante, ma nièce soit président de la République ou ministre. La question pour moi, c'est, puisque notre combat, c'est de changer les conditions de vie des Congolais, qu'est-ce que les personnes qui ont les responsabilités posent comme acte pour changer les conditions de vie des Congolais? Si ce n'est pas le cas, madame, qui que vous soyez, je vous dis, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne vais pas vous suivre. Je ne vais pas commencer à faire le dialélo. Ça, je ne peux pas faire. Donc, pour le moment, je viens de citer quelques réformes fondamentales ici. C'est-à-dire que ceux qui ont démontré, par exemple, qu'à l'UDPS, on a la préoccupation d'avoir de bonnes élections, de vraies élections. Ce n'est pas le fait de changer un individu à la tête de la CENI ou à la tête de la Cour constitutionnelle qui constitue un changement. Non, absolument pas. Ce n'est pas ça. Donc, comment avoir des élections qui soient réelles, possibles, qui soient fiables, ainsi de suite, et qui soient congolaises? Les élections passées ont été dans le contexte que nous savons. Les élections biaisées. Mais il y a eu au moins, il y a eu un élément un peu positif, ce sont des élections que nous avons financées nous-mêmes. C'est un pas très très important, les gens ne se rendent pas compte. Et pour ces élections, je félicite le président de la République sortant d'avoir empêché que les observateurs de l'Union européenne viennent contrôler les élections chez nous. Parce que moi je sais, j'étais en Europe, j'étais représentant de l'UDPS là-bas, que quand ils viennent, ils ont dans leur mallette déjà leurs résultats à eux. Et quand ils viennent, ils ont déjà mobilisé leurs médias, les France 24, TV5, tout le monde est mobilisé, et ils vont rendre public les résultats avant que vous, Congolais, vous ayez publié les résultats. Et à ce moment-là, le courant est entraîné, ainsi de suite. Donc, les avoir bloqués, c'est une chose très positive. Avoir refusé que l'Union organise des élections, parce que, comme je dis que nous n'avons pas de pont, de route, ni de quoi que ce soit, si l'ONU alors avec ses hélicoptères qui va commencer à acheminer les urnes, ce qui se passe là-haut, ni moi, dans les hélicoptères, nous le savons. Donc, vous voyez un peu le problème. Donc, ça, c'est un pas positif. Et il faut savoir au-delà maintenant procéder aux réformes telles que je suggérais. Alors nous faisons un petit retour. Lorsque je vous ai suivi majestueusement, vous avez dit quelque chose qui a frappé mon intelligence, dire que vous êtes les concepteurs du logo de l'UDPS. Vous, Corneille Mulumba, pionnier de l'UDPS, membre cofondateur de ce parti. Au jour d'aujourd'hui, il y a une récompense particulière, une récompense qui peut être du point de vue matériel, du point de vue, comme on dit, honorabilité par exemple, ou décerner peut-être une médaille ou je ne sais pas moi, un titre posthume. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de la part de ceux qui constituent ce mouvement, de ceux qui utilisent ce logo-là? Je le vois éparpillé, que ce soit chez les pionniers, que ce soit à l'UDPS El Kibassa, que ce soit à l'UDPS présidé par Jean-Marc Abound, le président à l'intérim, que ce soit chez Bruno Tshibala. Je vois, c'est toujours, on revient avec le même logo, que vous êtes le concepteur à ce jour d'aujourd'hui. Quelle a été votre récompense? D'abord, une première observation. Oui. UDPS Tshisekedi, UDPS Kibassa, UDPS Mobake, UDPS Tshibala. Ça ne veut rien dire. Parce qu'un parti politique, c'est une idéologie. Oui. Un parti politique, c'est une vision. Un parti politique, c'est un logo. Dès lors qu'il y a le seul logo qui est là,
n'est-ce pas, c'est l'idéologie. Le reste, pour moi, c'est de l'escroquerie politique. Parce que ça n'a pas de sens. L'escroquerie politique. C'est l'escroquerie politique. Ça ne fait rien dire. Quand tu dis l'UDPS, tu sais que tu n'as pas créé l'UDPS, que personne n'a pas créé l'UDPS individuellement. Donc ça veut dire que l'UDPS, par la différence de beaucoup d'autres partis politiques, a été créé par un groupe de personnes. L'UDPS n'a pas d'autorité morale. L'UDPS n'a pas il n'y a personne qui peut se revendiquer et dire moi, non, il n'y a personne. Nous avons été nombreux, très nombreux, et qui avons payé le prix le plus cher. Madame, pour revenir à ce que vous dites, quand je conçois le logo de l'UDPS, là, j'ai 27 ans. N'est-ce pas? Je suis très jeune. Je suis un jeune papa. Mon père travaille à l'UDPS. Le jeune homme là, le petit enfant là, il a aujourd'hui 42 ans. Il est père de 3 enfants. C'est-à-dire que pour moi, l'UDPS, ça a été toute une vie. Vous pouvez vous imaginer, en 41 ans de combat, parce que nous avons commencé en 80 avec la lettre ouverte. Vous pouvez vous imaginer combien de fois on a eu à vous offrir d'argent, que ce soit par les Blancs, amis de Mobutu, que ce soit par les ambassadeurs ou Mobutu lui-même. Je me souviens quand je suis rentré en 89, on avait envoyé des personnes en Europe là-bas pour nous faire rentrer ici, moyennant tout ce qu'on voulait. Et avant ça, il a fait venir mon propre père, qu'on a embarqué au village pour venir là-bas à l'intérieur, jusqu'en Europe, pour me dire que, comme garantie que je puisse donner tout ce que je veux qu'on me donne, l'UDPS, parce que j'étais pivot de l'UDPS. Avec lui, il n'a qu'à reconnaître l'UDPS et je vais rentrer. Le reste, moi, je n'ai pas besoin. Ici en Europe, je mange 4 ou 5 fois par jour. N'est-ce pas? Et si j'ai bien ce combat, c'est pour que chez nous, on puisse manger ne fût-ce que 2 fois par jour. Si je rentre avec tout ce qu'il me donne, je vais continuer à manger 4 ou 5 fois par jour, vous autres. Donc, il n'a qu'à reconnaître l'UDPS. Et quand il a reconnu l'UDPS en 90, moins de 6 mois après, je suis rentré ici. Et dès mon arrivée, le lendemain, le patron de SNIP à l'époque, c'était Goga. Il est venu me chercher en me disant que Machal veut vous voir. Il est venu me chercher et je suis allé. On est parti. J'arrive, Machal dit ah, Corneille m'a demandé. Moi, je dis monsieur le président, je vous avais promis que si vous reconnaissez l'UDPS, je rentre. Je suis rentré. Donc c'est grâce à vous qu'on a reconnu l'UDPS? Non, c'est pas moi, non. Grâce à vos mérites? Nous avons combattu, nous avons résisté. Mais maintenant, pour tenir pendant 41 ans, il fallait être capable de résister. Résister à l'argent, résister à la peur, résister aux menaces, résister. Et aussi sacrifier même les siens. Parce que pour que le DPS puisse tenir, il fallait s'y donner à 100%, même à 200%. Et pour ça, mais malheureusement, comme vous dites, nous sommes là. Et si vous regardez autour de à la présidence, les gens qui ont combattu pour l'UDPS, vous ne voyez personne là pratiquement. Donc ça veut dire que quelque part, ce mérite-là n'est pas reconnu. Corneille Mulumba, oui. Vous êtes sûr qu'il n'y a vraiment pas? Et pourquoi il n'y a personne, il n'y a pas de pionniers? Hein? Pourquoi il n'y a pas de pionniers qui sont, par exemple, à la présidence? Parce qu'on le sait très bien que les amis du Sphinx, c'est des pionniers. On a vu des enfants, un Liaou, par exemple, être récompensé à un poste ministériel. Parce que d'office aussi, non pas seulement parce qu'il le méritait, mais quand même parce que aussi le papa a milité. Et vous, les pionniers, pourquoi est-ce que vous ne trouvez pas gain de cause? Vous n'êtes pas là? On ne vous promet même pas? Est-ce qu'on ne nous a même pas promis quelque chose? Non, vous ne voulez pas dire? Rien du tout. C'est sur des questions qu'il faut. Pour quelles raisons? Des personnes qui ont prouvé, c'est différent, qui ont prouvé leur engagement, qui ont prouvé leur détermination, qui ont prouvé que pour changer les choses dans ce pays réellement, il faut que nous ayons une grande organisation. Donc, nous sommes battus pour que nous ayons ces partis politiques. Ceux qui sont battus pour que nous ayons les partis politiques, qui ont payé le prix. Parce que, madame, je vous assure que dans le fleuve Congo ici, beaucoup de nôtres ont été largués là-bas, avec des pierres liées aux pieds, jusqu'au fond du fleuve, n'est-ce pas? Parce que c'était de l'UDPS. Et nous sommes ici, à côté ici, le Circo, qu'on appelait à l'époque Circo. Combien de nôtres ont été tués là-bas, tirés là-bas? Combien ont été largués de haut des hélicoptères au-dessus de la forêt équatoriale? Uniquement parce que c'était de l'UDPS. C'est ce qui a permis que nous ayons tenu. Le 24 avril, Mobutu a reconnu que dans ce pays, il y a un parti politique qui s'appelle l'UDPS. Il a reconnu ça. Parce que toutes les offres qu'il a faites, tout. Et d'ailleurs, je vous ai parlé tout à l'heure de mon père, avant qu'il connaissait bien Tshisekedi père, avant de venir, il est passé le voir pour lui informer que voilà, je dois partir en Europe, on m'amène en Europe pour dire à Corneille de laisser tomber cette affaire et de rentrer, qu'on lui donne ce qu'on veut.
Le président Tshisekedi, à l'époque, lui a dit, pas André, parce qu'on peut s'appeler André, profitez de votre voyage pour aller voir votre fils, puisqu'on vous l'offre. Mais s'il s'agit du Corneille Moulumba que moi je connais, vous ne reviendrez pas avec lui ici, quoi que vous lui offrez, qu'on lui offre. Parce que son combat, ce n'est pas un combat d'argent. C'est ça qui a fait la différence entre nous et les jeunes d'aujourd'hui à qui on offre l'argent, etc., n'importe quoi. Alors, nous avons aujourd'hui au Parlement des députés UDPS, n'est-ce pas, officiellement. La moitié ne sont même pas de l'UDPS, des personnes qui ont payé et qu'on a aligné. Le résultat, il est clair. C'est lequel? En 2 ans, Dieu madame, vous avez entendu que l'UDPS a fait combien de propositions de loi au Parlement, ou que le ministre de l'UDPS a fait proposer combien de réformes au gouvernement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le combat. Est-ce qu'il est pensable que des personnes qui ont fait 40 années de combat politique n'aient pas de réformes à suggérer quand ils sont au pouvoir? C'est pour ça que je vous dis que l'UDPS n'est pas au pouvoir. Félix est président, mais l'UDPS n'est pas au pouvoir. J'invite moi le président Félix à s'investir pour remobiliser l'UDPS. Il y a plein d'idées, plein de cadres, plein de têtes pensantes qui peuvent faire en sorte que pour les 2 années et demie qui restent, parce que ça passe très très vite, on puisse vraiment faire la différence avec les autres. Donc, si je comprends bien, Corneille Moulumba, jusqu'à ce jour, il n'y a pas une prise en charge pour ces personnes qui ont combattu, qui ont lutté. Hein? Il n'y a pas une réelle prise en charge de la part du pouvoir actuel en guise de remerciement, soit pour vous ou pour ceux qui ont perdu leur vie, leurs enfants. Vous allez me dire que les pionniers, il n'y a pas de récompense? Madame, quand nous étions en train de nous battre... Est-ce de l'ingratitude? Je vous réponds, madame. Je vous réponds. Lorsque nous étions en train de nous battre avant 1990, oui, aucun d'entre nous ne savait ni quand les choses allaient changer, on allait vaincre ou qui serait vivant à ce moment-là. Donc c'était un problème de conviction. Le jour où Mobutu parle, le 24 avril, quand même, ça a quand même eu lieu. Parce que nous ne savions pas quand. Nous étions déterminés. Notre slogan était « Tenez bon, l'UDPS vaincra ». Voilà. Donc pour nous, c'est « Nous vaincrons », mais quand personne ne le sait. Et nous nous battions comme ça. Donc c'est une différence fondamentale par rapport à tout ce qui peut se passer aujourd'hui. Ça, c'est une chose. Nous avions prévu que si l'UDPS accède au pouvoir, tous ceux qui allaient travailler dans le cabinet ou dans le ministère ou au Parlement ou ailleurs devaient céder 20% de leurs revenus. C'est écrit où ça? À l'époque, je ne sais pas si on croit ça aujourd'hui, mais nous avions écrit ça. De ces 20%, 10% devaient aller au fonctionnement du parti, oui, et 10% devaient aller à une caisse de solidarité. La caisse de solidarité devait nous permettre, par exemple, d'avoir des pharmacies où ceux qui avaient le carte de membre, les victimes de la répression, pouvaient aller acheter des médicaments à un prix réduit ou se faire soigner, devait permettre d'avoir des maisons de jeunes dans différentes provinces, devait permettre de secourir ceux qui avaient des problèmes, des veuves, des orphelins, tout ça. Donc c'était prévu. Aujourd'hui, il y a pas mal de membres, de gens qui, au nom de l'UDPS, assument les fonctions au Parlement, au gouvernement, même à la présidence de la République. Je constate que tout ce volet social n'existe pas pour tout le monde. Encore pire pour nous, parce que nous avions tout cédé. Tout cédé pour la cause de l'UDPS. Tout. Vous gagnez, vous avez un petit salaire. De votre salaire, là, même la moitié part. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas les téléphones portables que nous avions, tout ça. Il fallait s'organiser pour que les informations arrivent, que nous recueillions des informations. Les téléphones coûtaient énormément cher, et sans compter tous les risques et tout ça. Mais aujourd'hui, que nous avons des députés UDPS, des ministres UDPS, le président de la République qui provient de l'UDPS, nous constatons que le parti est même abandonné parce que le bureau politique de l'UDPS, s'il existe, se réunit quand l'UDPS est ramené à une affaire de 2 personnes. Vous entendez parler de Kabound et de Kabouya. Kabound qui est lui-même président intérimaire parce que le président de la République actuelle lui a fait un bout de papier qu'ils appellent mandat spécial. Il est président intérimaire depuis 2 ans et demi sur base d'un mandat spécial qui n'existe pas statutairement. Et lui, le président provisoire intérimaire, nomme un secrétaire général qui s'appelle Augustin Kabouya. Alors, fatalement, le parti est en train de se mourir, de se mourir, comme on dit. Vous n'entendez à aucun moment, je ne sais pas si vous avez l'occasion, vous, mais moi pas,
parler des problèmes de société, problèmes d'économie, problèmes du social des Congolais, ni proposer des idées, des suggestions pour les élections. Nous avons parlé des élections. Quelles sont les réformes que l'UDPS propose concrètement? J'ai fait quelques propositions ici, mais ça c'est nous, l'autre groupe en tant que pionniers. Mais quelles sont l'UDPS propose quoi? Avez-vous jamais entendu que ça, M. Kaboundou, M. Kabouya fait des propositions de ce genre-là? Vous n'entendrez pas parce que les gens sont préoccupés à se faire de l'argent. Nous ne nous battions pas pour nous faire de l'argent. Au contraire, nous avons bâti l'UDPS avec notre argent, avec nos propres sacrifices, sans rien recevoir. C'est nous qui donnions, c'est nous qui payons pour que l'UDPS soit. Nous payons avec notre poche, nous payons avec notre sueur, avec notre corps. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tous sont abandonnés à eux-mêmes. Nous avons ici à Kinshasa, au moins encore 3 ou 4 des fondateurs historiques, donc historiques de l'UDPS, de 13 parlementaires, je veux dire. Mais non, pratiquement jamais été reçu par le président de la République. Au moment des consultations, oui. Nous, le groupe de pionniers, nous sommes réunis. Nous avons rédigé un mémo que nous avons déposé à la présidence. Mais si le président de la République a reçu les Saï-Saï, il a reçu les chèques et compagnie, il n'a pas reçu les pionniers de l'UDPS. Et là-dedans, nous avons fait une série de propositions. Je vous montrer par exemple, madame, est-ce que vous vous sentez lésé dans ce mémo, je vais vous répondre, dans ce mémo, nous parlons de l'état d'urgence là pour l'Est du pays. Oui. Nous en parlons. Dans l'état d'urgence, vous avez parlé de ça. Nous en avons parlé dans le mémo que nous avons remis au président de la République. Promulgué par le chef de l'État, c'était votre proposition. Dans le mémo que nous avons remis au président de la République, nous avons parlé de gouvernement de guerre. C'est ce qu'on appelle le warrior. Warrior en anglais, ça veut dire guerrier. Yes. Donc, nous avons proposé le gouvernement de guerrier. Là-dedans, ça figure dans notre mémo. Nous avions parlé de fonds de garantie. Le président de la République l'a promulgué ça. Mais on pouvait ne fût-ce qu'au moins nous écouter là-dessus parce que nous qui avons fait la proposition, nous savions ce que nous voulions et où nous voulions aller. Même pas. On ne vous a pas reçu lors de consultation. On ne nous a pas reçu aux consultations. On a quand même utilisé votre mémo là où il y avait des propositions. Vous vous sentez lésé quand même quelque part. Mais lésé. Oui, il y a de quoi d'être lésé. Parce que ce sont vos idées qui ont été utilisées, mais vous avez été rejeté comme de serpillère. Madame, quand des personnes s'approprient des idées qui ne sont pas les leurs, il est généralement difficile de les mettre en exécution. Alors, ici, on a dit état de siège. Ok, on a nommé des officiers supérieurs, mais lorsque nous parlons de l'état de siège, nous ne nous arrêtons pas là-bas. Dans notre mémoire, nous développons toute une série d'actions qu'il faut mener. Vous allez jusqu'où? Par exemple, nous disons, bien sûr qu'il faut remplacer tous les militaires qui sont originaires de l'Est du pays. Il faut les permuter. Oui. Nous suggérons que dans chaque village, qu'on puisse prédisposer au moins 5 à 10 militaires. S'il y a 1000 villages, madame, ça ferait tout au plus 3 à 5 000 ou 10 000 militaires. Mais c'est quoi par rapport à l'armée congolaise? Est-ce que si dans chaque village du Grand Nord, vous avez 10 militaires dans chaque village, ce n'est pas évident qu'on vienne comme ça jouer, n'est-ce pas? Nous avons dit qu'il fallait que la MONUSCO puisse quitter là-bas. Pourquoi? Parce que, madame, la MONUSCO a sa base logistique, pas en RDC, en Ouganda, à Entebbe. La MONUSCO, c'est une armée étrangère. La MONUSCO à Entebbe, elle a toute la logistique, les drones, les avions, les hélicoptères, tout ce que vous voulez. Donc la MONUSCO voit très bien tout ce qui se passe. Mais la MONUSCO, c'est qui? La MONUSCO sont les grandes puissances. Ce sont les États-Unis qui sont les plus grands financiers de la MONUSCO. Alors, comment vous pouvez être dans votre pays avec près de 20 000 soldats qui ne relèvent pas de vous, qui sont mieux armés que votre armée, et qui ont un budget peut-être 100 fois plus que votre budget de l'armée, ils sont pas sur votre commandement. Comment est-ce pensable? Il fallait que la MONUSCO quitte parce que manifestement la MONUSCO est complice. Et il fallait, nous avions dit qu'on doit bien identifier qui nous fait la guerre à l'Est. Si le Rwanda et Paul Kagame conçut une arme, nous devons nous poser la question, à qui appartient cette arme? Alors on peut se promener ici... Paul Kagame ne reconnaît pas ce génocide. Il ne reconnaît pas. Vous l'avez remarqué lors qu'il a été reçu du passage en France. Il ne reconnaît pas du tout qu'il y a eu génocide. Quelle est votre opinion sur ça? Est-ce qu'on entend qu'ils reconnaissent? Nous, Congolais, nous devons agir. Alors, on est ici, on se balade bras dessus, bras dessous avec Mike Hammer, l'ambassadeur des États-Unis, pendant que les États-Unis nous font la guerre de l'autre côté. Vous voyez un peu le problème. Alors, Kagame fait ce qu'il fait, mais on dit
le président de la République notre président de la République était allé s'incliner devant le mémorial au Rwanda. Mais ce que le Rwanda a fait chez nous, on a éventré des femmes vivantes, on a enterré des femmes vivantes, on a fait tout ça. Mais est-ce que quelque part on a inventorié les choses pour quand même dresser un dossier qui nous peut nous permettre de revendiquer quelque chose? On a condamné l'Ouganda à nous payer 10 milliards de dollars. Mais ce que le Rwanda a fait, c'est beaucoup plus que ça. Pour quelle raison jusqu'à ce jour, on ne porte pas plainte contre le Rwanda? Si on disait, oh, voilà, l'ancien président de complicité, très bien. Mais ça fait 2 ans et demi que nous sommes là. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous posons comme acte pour que les droits des Congolais soient restitués? Rien du tout. Donc, je pense que dans ce qui se fait, nous ne nous reconnaissons pas beaucoup. Parce que la population, notre population, attendait beaucoup de l'UDPS, madame. Parce que nous sommes battus pendant longtemps. Nous avons inspiré confiance et il suffisait de mettre le nom de l'UDPS sur la liste électorale pour être élu. On ne vous demandait pas de l'argent. Et nous avons abusé de ça. Nous avons aligné des personnes qui n'étaient même pas de l'UDPS, mais uniquement parce qu'ils ont peut-être payé de l'argent. La conséquence, c'est que notre action au niveau du Parlement, elle est nulle. Vous n'entendez pas la présence de l'UDPS au Parlement. L'UDPS n'est pas percutante au Parlement. L'UDPS, je voudrais rappeler que l'UDPS est né du Parlement. Ce sont les 13 parlementaires. Ils étaient 13, mais ils ont fait bouger ce Parlement. Et avec ça, le monde entier en a parlé et l'UDPS est né de là. Aujourd'hui, d'abord, c'est une honte que nous ayons 32 députés, officiellement, puisqu'avec tout le combat que nous avions mené, l'UDPS pouvait avoir ne fût qu'une centaine de députés. Et les partis comme ceux des Bahati ont plus de députés que nous. Pour nous, c'est une honte parce qu'on a été négligents. On s'est préoccupé des choses qui étaient, je ne dis pas qu'elles étaient moins importantes, mais c'est quoi devenir président si on n'avait pas les députés dans un régime semi-parlementaire? Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que vos actions doivent être entérinées, soutenues au Parlement. Et aujourd'hui, vous avez quoi? Nous avons le président de la République, nous avons au Parlement 32 députés qui sont UDPS. Je dirais même 15 parce que les autres là sont de l'UDPS officiellement, mais en réalité, ils sont là, ils viennent, ils sont présents, mais concrètement, l'apport est nul en réalité. Alors qu'on attend beaucoup de nous, on attend de nous que nous puissions changer les choses dans ce pays. Et c'est pour ça que nous risquons de le payer très cher parce que la population pense que puisque Félix Tshisekedi est président de la République, donc l'UDPS est au pouvoir. Alors on dit, mais l'UDPS dont nous avons entendu parler, mais c'est seulement ça? Il n'y a pas de réforme, il n'y a aucun apport? Je dis non, l'UDPS n'est pas au pouvoir. Le président de la République a encore le temps de se rattraper en battant le rappel des troupes de l'UDPS. Alors, une autre préoccupation, c'est en rapport avec l'IGF. Hein. On a constaté depuis un bon nombre de temps, la question que je veux vous poser, est-ce d'abord normal que tous les rapports d'audit puissent figurer sur les réseaux sociaux, par exemple, puissent figurer à la toile? C'est une préoccupation, mais une autre encore, c'est cette question de 50 000 $ des cartes bancaires que certains membres du gouvernement se servent de ça. Bon. Quelle est votre opinion sur ça? Bon, d'abord, je ne suis pas, par principe, nous sommes battus pour l'état de droit. Qui dit état de droit dit que la justice doit jouer son rôle. Je ne suis pas mécontent du travail de finage, que je peux dire que de l'IGF doit faire ce travail, doit remettre ce rapport au président de la République, n'est-ce pas? Puisque le travail pour le président de la République doit le transmettre à la justice et que la justice fasse son travail. Parce que si on parle avant, et s'il y a des choses qui ne sont pas vraies dedans, d'abord, ça ne peut pas se retrouver dans les réseaux sociaux parce que c'est censé être confidentiel, puisqu'on parle du principe que tout le monde n'est pas coupable, donc on est d'abord innocent, jusqu'à ce que l'enquête aboutisse effectivement et éventuellement qu'il y ait condamnation. Quand on voit ce qui se raconte, effectivement, c'est beaucoup d'argent. Madame, puisque j'ai fait le lien avec ça et ce qui s'est passé, ce qu'on a dit auparavant, un jour je suis sur le boulevard de 30 juin, oui. J'attends un taxi. Alors il y a une voiture avec une plaque présidentielle noire, donc une plaque voiture noire, qui arrive à mon niveau, qui ralentit et puis qui baisse la vitre. Et le monsieur qui est là tourne et me dit, pionnier, ça pas te Kotobokayo. Moi je dis, c'est pas un problème mon frère, j'ai un bon cordonnier, il va me faire une semelle même de 3 cm, je pourrai en contenir 3 ans. Pour montrer l'état d'esprit. Un autre me voit sur le Victoire. Je monte sur moto. Il me dit, pionnier de l'UDPS. Félix Tshilombo, président de la République, et toi tu montes encore sur une moto.
Moi, je dis, mais tu veux que je fasse quoi? Que je commence à faire du dialélo, que j'aille danser, je fais n'importe quoi. Là où il est, il me voit. J'ai répété que de tous ceux avec qui nous avons commencé ce combat en 1980, je suis le seul qu'on voit encore régulièrement à la télévision, en train de défendre la même cause que depuis 40 ans maintenant. Donc là où il est à la maison, il me voit. Si lui ne me voit pas, son épouse me voit, ou ses enfants me voient, ou ses collaborateurs me voient. Mais ils savent ça. Mais s'il ne veut pas reconnaître notre combat, ça c'est lui. Bref, je veux seulement dire que cette affaire de DGF là, cet argent qui est gaspillé là-bas, tout le monde, tous ces gens qui sont en train de jouir, qui sont en train d'acheter des propriétés à gauche, à droite, et ça fait un peu mal parce que on vous aurait quand même donné ces cartes-là. Certains pionniers, ça n'aurait pas été quelque chose en guise de récompense. Mais on devait trouver comme une formule. Ça n'est pas au niveau de la nation, c'est au niveau du parti. Puisque vous avez des députés, vous avez des présidents de la République, vous avez des ministres et tout ça. Au moins pour que, quelque part, un pionnier de l'UDPS, un national de l'UDPS qui tombe malade, puisse... Parce que si nous avions voulu, je vous ai raconté ici cette affaire qu'on est venu nous proposer de l'argent à maintes reprises, à l'époque de Mobutu. Imaginez, ça devait faire combien d'argent? Les personnes comme Ramazan Mbaye qui nous a quittés ici, ils étaient ambassadeurs. Ils sont venus nous proposer, Corneille, tu veux quoi? Il faut que tu laisses tomber cette affaire de l'UDPS. Parce que j'étais pratiquement le pivot, et si j'acceptais ces propositions, peut-être que le combat n'aurait pas continué. Parce que ceux qui étaient ici étaient généralement sous contrôle. Donc c'est nous à l'extérieur qui ont permis que l'UDPS puisse tenir en termes d'occupation médiatique et tout ça. Bref, je veux dire, ils se sont montrés très ingrats, ils n'ont pas reconnu notre combat, on nous a considéré moins que rien, on a voulu nous faire danser, mais ce que je veux dire, si nous avons résisté à l'argent de Mobutu, alors on peut résister encore, c'est pas ça le problème. Mais moi je veux bien qu'on confie le pays à Dieu. Comment est-ce que Dieu va vous écouter si ceux qui sont sur place, ceux qui ont peur que cette affaire existe, tiennent, vous les négligez, vous les foulez aux pieds. Si vous ne reconnaissez pas votre combat, comment est-ce que Dieu va vous bénir? Mais il risque de vous maudire plutôt. Donc je veux dire que le combat continue. Le mandat, il est de 5 ans. 2 ans et demi sont passés. 2 ans et demi restent, mais c'est très court. Il faut se ressaisir aujourd'hui et maintenant. Sinon, je crains fort que si le président de la République continue à se fier davantage aux puissances étrangères pour le soutenir, et qui néglige ceux qui ont fait le combat de l'UDPS, qui peuvent apporter des idées, des stratégies, de manière, je pourrais se dire, désintéressée, alors les Blancs, on sait comment ils fonctionnent. Quand on vous aura pressé comme un citron, on vous aura fait faire le sale boulot, on vous donnera un coup de pied au derrière et ce sera fini pour vous. Vous avez été pendant très longtemps membre de la diaspora. C'est vrai que nous parlons des sous de cartes pour la présidentielle 2023. Il y a aussi cette proposition de loi de Noël Chani sur la congolité. Pour briguer la magistrature suprême, il faut être de père et de mère, vous le savez. C'est sa proposition. Mais quand on fait l'analyse de cette proposition, quelque part on se rend compte, c'est comme on se dit qu'il n'y a pas de hasard. Si on peut revenir dans les années 94 en Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara, on a vu une certaine proposition pareille, l'ivoirité. C'était confectionnée dans le but d'astreindre, de mettre fin à la carrière politique d'Alassane Ouattara de façon de ne pas briguer, d'autant plus qu'il était de père burkinabé, de mère ivoirien. On voulait l'arrêter. Aujourd'hui, on voit congolité quelque part qui suscite déjà de tollé avec la réaction de certains membres du côté de l'ensemble pour le changement, qui se sentent plus dans les viseurs de cette loi, du fait qu'on se dit que Moïse Katumbi n'est pas congolais, il n'est pas de chez nous, on ne devait pas le laisser, on veut verrouiller un tout petit peu. Quelle est votre réaction quand vous voyez déjà que cette loi suffit déjà de tollé, de réaction, du feu? D'abord, sur le point du principe, il ne peut être que malsain si on fait une loi pour des individus. Ça ne peut être que malsain. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est que je pense que nous devons revoir notre constitution. Il nous faut une nouvelle constitution. Oui. Mais dans notre proposition que nous avons faite au chef de l'État dans notre mémo, la nouvelle constitution doit être l'affaire de tous les Congolais. Et que s'il y a une proposition qui peut venir des techniciens désignés par le chef de l'État, il faut que dans les différentes provinces, qu'on retravaille cette constitution, cette proposition, qu'elle vienne ici au Parlement, qu'elle soit adoptée et qu'en fin de compte, elle soit adoptée par référendum. Parce que
Constitution, c'est notre façon de faire notre lit pour dormir. Donc la Constitution doit être nôtre. On doit vraiment être nôtre. Pour revenir à la question précise de proposition de Tchani, la congolité. En Algérie, il faut être enseignement de... C'est quoi ça en Algérie? Le père, la mère, l'épouse, le père de l'épouse et la mère de l'épouse. Et en Tunisie, on ajoute encore, votre grand-père et votre grand-mère doivent être tunisiens avant de... Peu importe, ça doit être le choix des Congolais. Qu'est-ce que nous pensons être bon pour nous? Malheureusement, lorsqu'on remet ça à des individus, ça perd un peu de son sens. On doit s'assurer. J'ai suivi une réaction du président de la République disant que voilà, ceux qui ont détruit le pays, ce sont des Congolais de père et de mère. Mais la question n'est pas là. La question est que les commandes du Congo, nous devons nous assurer que c'est entre les mains des Congolais. Ça, c'est une chose. Et quelles sont les garanties? Les dispositions de père et mère ça fait partie des garanties qu'on peut exiger. Peut-être, mais quelles sont les garanties que nous faisons et quelles sont les sanctions? Si un Congolais pose des actes qui vont contre les intérêts du Congo, quelles sont les sanctions qu'on peut prendre? À ce niveau-là, nous avons aujourd'hui des ententes militaires avec tel pays. Mais ententes militaires quelque part qui nous insécurisent. Parce que si nous avons autant de troupes étrangères sur notre sol, comment est-ce que les officiers que nous avons vont protéger le problème? C'est que ça nous a coûté des brassages et des mixages et tout le reste. Donc, la matière de sécurité nationale doit être une priorité, c'est une grande importance. On doit se mettre à très rigoureux. Maintenant, c'est la fête des Congolais de désigner. Malheureusement, lorsqu'on pose ce genre de questions, à 2 ans et demi des élections, ça ne peut que déraper. Et je pense que si il faut toucher à des problèmes, c'est pour les élections suivantes. Mais aujourd'hui, on ne peut pas faire ça parce que ça va permettre seulement de déraper. Ça va provoquer des situations de tension. Et puis, en ce moment ici, nous avons à prendre les décisions qui améliorent les conditions de vie de nos compatriotes. En ce moment ici, comment est-ce que les Congolais peuvent manger? Comment est-ce que les Congolais peuvent avoir du travail? Comment à l'Est, ça peut se terminer? Comment sécuriser l'ensemble du pays? Comment créer le bon climat d'affaires pour que les investisseurs viennent? Voilà les questions qui doivent nous préoccuper. Vous voyez que si on est distrait par ça, c'est sans importance. Le président de la République, il y en a un, il y en aura un. Il y aura toujours un. C'est un seul fauteuil, il n'y en aura pas deux. Alors, si on commence à être distrait par ça, j'ai cru malheureusement que pendant que nous sommes distraits, nous ne nous occupons pas de retomber sur le cuivre, du cobalt, de l'uranium, de la transition climatique et tous les restes des problèmes. Donc pour moi, c'est une action en ce moment ici. Voilà, donc je crois que c'est donc par ici que nous allons finir, mettre un terme à ce nouveau numéro. Mais avant de terminer, je vous demanderai, est-ce que vous avez un mot de fin à tous ces téléspectateurs qui vont vous suivre de partout? Je voudrais vraiment que nous fassions un effort pour que les Congolais, là, vous les médias, vous pouvez nous y aider aussi, sachent ce que représente le Congo. Le Congo, ce n'est pas n'importe quel pays. Le Congo est une puissance, une grande puissance même, qui s'ignore. Réveillons-nous. Les partis politiques, au lieu d'être, c'est en ce moment, comment dirais-je, un moment de soutien à des mots papes, tout ce que vous voulez, doivent former, encadrer, parce que ceux qui doivent encadrer notre population, doivent être sensibilisés. Les partis politiques, la mission, ce n'est pas de manifester ou de tout casser, ça n'a rien à voir. C'est de préparer les cadres de demain. Je pense que notre population attend de nous que nous fassions beaucoup pour elle. Nous avons un pays, Dieu nous a gâtés, il nous a tout donné dans ce pays. Il est insensé de penser que dans ce pays où vous avez le cobalt, le cuivre, l'or, le diamant, tout ce que les gens passent, nous ayons une monnaie dont la valeur ne déborde pas nos frontières. Dans ce pays où tout est à faire, que nous ayons presque 80% des jeunes Congolais qui sont au chômage. Que dans ce pays où nous avons pratiquement le meilleur climat du monde, les eaux, le soleil, tout ce que vous voulez, que nous mangions
ce que nous mangeons soit conçu à 80% des choses importées. Ça n'a aucun sens en RDC d'importer du poisson, d'importer du poulet. Ça n'a absolument aucun sens. Donc je pense qu'on attend des dirigeants de réaliser cela, de comprendre qu'on doit produire ici ce que nous devons manger, on doit sécuriser pour que les investisseurs viennent, que le Congo a à vendre. Et si on a à vendre, et en commençant par notre secteur agricole, qui doit être très privilégié, doit être vraiment soutenu, on attend de nous que nous assumions nos responsabilités pour changer les conditions de vie de cette population. Et je pense que le Congo est par destin le moteur de l'Afrique, en commençant par l'Afrique centrale et la SADC notamment. Et nous devons nous investir dans ça, nous en avons la possibilité. Voilà, merci beaucoup Corneille Mulumba, pionnier de l'UDPS, pour avoir accepté d'être l'invité de ce magazine Face au pouvoir qui vous a reçu en ce jour. Merci beaucoup. Merci également à mon réalisateur Salomon Bomba pour avoir réalisé cette émission et à toute l'équipe technique derrière Salomon. Je pense également à M. David qui fait un travail de titan. Également aussi à la coordination de M. Willy Kalengai, le DG de Géopolis TV, qui rend possible ce magazine sur cette chaîne. Nous vous disons merci et je vous fixe rendez-vous pour un prochain numéro, mais sur ces bonnes suites de programmes sur votre chaîne.